En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, c'est un lieu complexe, c'est un lieu d'accueil et d'attraction, j'ai envie de dire, d'un certain nombre de problématiques qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'un autre temps, qui viennent d'un autre lieu. Donc on a très souvent tendance à dire que l'école, c'est un lieu où les enfants amènent la famille dans le sac à dos, hein, pour reprendre l'expression de Pénac. Mais là, on est dans une situation où l'école, non seulement accueille ce qui vient de la famille, mais ça accueille également ce qui vient de la société et ça accueille également ce qui vient du monde entier. Parce que dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous sommes, les institutions en général sont traversées par un ensemble de problématiques mondiales. Donc l'école n'y échappe pas. Hein. Donc les enfants, quand ils vont arriver à l'école, ils amènent non seulement ce qui relève de la famille, mais ils amènent aussi un certain nombre de tensions mondiales. Et à mon avis, on ne peut pas comprendre la question du décrochage scolaire si on fait l'impasse de ces différentes strates environnementales qui entourent l'école, parce qu'il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que la société, que les institutions, il y a aussi toutes ces problématiques mondiales. Et comme je le dis souvent, les institutions sont traversées par ces problématiques de mondialisation qui nous poussent justement à aller vite, qui nous poussent à mettre en place un certain nombre de réponses très rapidement, au détriment des processus à l'œuvre, au détriment des processus en jeu, au détriment finalement de la pensée. Ce qui fait qu'on va rencontrer dans l'école un certain nombre de défenses que j'appelle les défenses institutionnelles pathologiques. Par exemple, il y a ce qu'on pourrait appeler la judiciarisation des problématiques, cette tendance par exemple à amener à porter plainte rapidement, à défaut, au détriment d'un accompagnement éducatif. Et puis, une deuxième défense, c'est la psychiatrisation, c'est-à-dire le fait de surmédicaliser un petit peu les choses, parce que les adolescents, par exemple, tout le monde sait que les adolescents peuvent présenter des symptômes de dépression, de violence, etc. Mais est-ce une raison suffisante pour tout de suite les psychiatriser, vous voyez? Et quand on on opte pour ces options, justement, ce qu'on peut renvoyer aux jeunes, c'est que l'adulte qui est en face de lui ne peut pas s'occuper de lui. Hein. On va l'envoyer voir ailleurs, on va l'envoyer voir le psychiatre ou le psychologue. Troisième défense, donc, la psychologisation. Aussi cette tendance à voir de la psychologie partout. Et puis, plus récemment, j'ai essayé de mettre en évidence une autre défense que j'appelle la mise en banlieue scolaire. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a plusieurs dispositifs, des SECPA, Ulysse, etc. Des dispositifs qui en eux-mêmes sont très intéressants, etc. Mais tout dépend de la manière dont on les amène, tout dépend de la manière dont on les propose aux jeunes. Et si on ne fait pas attention, justement, avec ces dispositifs, on peut avoir l'effet inverse. Parce que si on met en place un dispositif, c'est pour faire en sorte que ces jeunes puissent trouver un autre lieu, un autre dispositif qui leur permette justement de continuer leur scolarité. Mais si on ne fait pas attention à la manière de proposer ces dispositifs-là, eh bien, on peut avoir l'effet inverse. Et moi, j'ai envie de dire que il faudrait, pour les psychologues de l'éducation nationale, réintroduire la notion de l'intersubjectivité. Alors, le problème, c'est que quand on est dans l'espace scolaire, on est élève, mais ce ne sont pas que des élèves, ce sont aussi des enfants. Et ce sont aussi des sujets. Et la personne, enfant, adolescent, a besoin de se sentir considéré dans son statut de sujet, dans son statut d'enfant. Aussi, il n'y a pas que la casquette de l'élève. C'est pour ça que j'aime beaucoup la métaphore de l'oignon de Pénac, qui dit qu'un enfant en difficulté qui rentre dans la classe, c'est comme un oignon. Donc il faut enlever des couches, etc. Et ça peut effectivement repousser. Mais parfois, dit-il, il suffit de prendre le temps d'une parole douce, et puis la relation peut s'instaurer. Et dans ma pratique
dans le milieu de la protection de l'enfance, il m'arrive très souvent justement d'échanger avec des enseignants, avec des psychologues anciennement scolaires, hein, maintenant psychologues de l'éducation nationale, et qui m'amènent justement à voir la nécessité, hein, d'un travail en équipe. On a l'habitude de le dire, la nécessité d'un travail pluridisciplinaire. Mais moi, il y a une notion que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est la nécessité de tâches primaires partagées. Et cette notion de tâches primaires partagées, vous savez, c'est une notion, en fait, déjà la notion de tâches primaires, c'est une notion qui a beaucoup été travaillée par René Caès, c'est-à-dire que c'est ce qui fonde une institution. On dit par exemple, la mission de l'hôpital, c'est de soigner, la mission de l'école, c'est d'apprendre à lire, à écrire, etc. La mission d'une MEX, maison d'enfants à caractère social, c'est de protéger. Mais maintenant, ces enfants-là, ces adolescents, leurs problématiques sont telles qu'ils nous poussent à développer, à décloisonner nos pratiques pour mettre en place ce que j'appelle des tâches primaires partagées. Et là, j'ai essayé de repérer 3, plus une 4e. La première, c'est éduquer. La question de l'éducation ne relève pas que des éducateurs spécialisés. La question de l'éduquer, il revient à tous les professionnels dans le système d'éduquer, de participer à l'éducation des enfants parce que nous sommes autant de pôles identificatoires pour ces enfants. Et la deuxième tâche, c'est la question du soin. Ce n'est pas le soin médical, même si le soin médical, ça peut aussi faire partie, mais c'est le soin dans le sens de Winnicott, les soins primaires, c'est-à-dire comment on prend soin de l'autre, comment on le porte dans sa tête, on le porte dans sa psyché, et ça parle aussi de comment on présente quelque chose à l'enfant, par exemple, comment on présente un dispositif, c'est-à-dire un enfant pour qui on pense qu'une orientation SECPA, ça peut être intéressant, mais comment non seulement on va se convaincre de l'utilité de cette orientation et comment on va lui amener tout cela. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, vous savez, qui refusent ces dispositifs-là, et puis après on va dire, mais l'enfant il refuse tout. Mais au fond, ce n'est pas ça que l'enfant refuse la manière dont ça lui a été amené. Donc la question du soin, des soins primaires, comme une maman, un papa aussi, qui prend soin d'un petit bébé, l'institution scolaire a cette mission, à mon avis, de prendre soin des élèves, de prendre soin des élèves qui ne sont pas que des élèves, qui sont aussi des enfants. Et la troisième tâche primaire, c'est l'accompagnement, accompagner. Hein, c'est-à-dire prendre l'autre par la main, cheminer avec lui. Et parfois, pour cheminer avec lui, on a besoin justement de revenir sur le chemin parcouru déjà par lui. Hein, donc c'est un effort assez conséquent justement pour essayer de retracer la trajectoire d'un point de vue phénoménologique, mais on peut retracer la trajectoire psychique également, c'est-à-dire comment par quel état d'âme, par quelles émotions l'enfant est passé, hein, jusqu'à ce qu'il arrive dans cet état-là à présenter un certain nombre de symptômes. Et puis, plus récemment, dans un ouvrage que je viens de publier, là, qui s'appelle Clinique de la mondialité, où j'essaye justement de penser la manière dont les institutions comme la famille, l'école sont pénétrées par les effets de la mondialisation. Et là, j'essaye de mettre en place justement, d'identifier une autre tâche primaire qui est d'afficher une posture permettant de penser l'institution scolaire comme interface entre la famille et le monde. Parce que les éducateurs, les psychologues de l'éducation nationale ont cette mission justement d'afficher une sorte d'espace tampon entre les familles et les élèves, les enfants, les adolescents. Mais actuellement, il y a aussi à se positionner entre la famille et le monde. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que les enfants, habituellement, classiquement, ils ont l'environnement familial comme étayage. Maintenant, il n'y a pas que l'environnement familial, il y a aussi l'environnement mondain. C'est ce qui fait que très souvent on parle de crise de l'autorité, c'est-à-dire que les enfants
remettre en question une autorité qui viendrait de manière verticale. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les jeunes recherchent cet étayage aussi au niveau horizontal. Et ça perturbe un petit peu les repères, leurs propres repères, ça perturbe également le fonctionnement des institutions, ça perturbe également les postures des professionnels.